Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Il perd sa maman 1 mois plus tard, en février, donc il y a 3 ans. Mais vraiment de manière assez radicale, parce qu'on s'y attendait pas du tout. Enfin voilà, c'était, elle est assez jeune, elle était assez jeune sa maman, donc c'était pas du tout dans un contexte de maladie ou quoi. Enfin, c'était comme ça, quoi. Et moi, à ce moment-là, je sais qu'il faut que je sois là pour lui, quoi. C'est mon instinct de me dire, il faut que je sois là. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Aujourd'hui, je suis connectée en visio avec la Bretagne, avec Lou. Salut Lou, comment vas-tu ? Ça va super, et toi ? Très bien, merci beaucoup. Lou, tu m'as écrit un long et très beau mail pour me raconter l'histoire d'une rencontre qui a bouleversé ta vie. Avant de découvrir cette histoire, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en 5 hashtags ? Bien sûr, j'ai mon petit post-it à côté de moi. En premier hashtag, j'ai choisi le hashtag 974 parce que du coup, je viens de la Réunion et que c'est le numéro de la région, quoi, du département. Et c'est important pour moi de le préciser parce que ça fait vraiment partie de mon histoire et de ce que je suis. Et puis, comme entre guillemets, ça se voit pas trop sur ma tronche, c'est bien de le préciser. Enfin voilà, ça change complètement ma vision du monde en réalité. Deuxième hashtag, j'ai choisi lecture. Alors, je suis quelqu'un qui lit très lentement, mais c'est vraiment les livres qui m'ont formé toute ma vie. Et je pense que j'aurais pas été la personne que je suis si j'avais pas lu et rencontré certains livres, quoi. Si tu devais en citer que un ? Que un, oh là là. Bah, là, le livre que je lis actuellement, c'est vrai qu'en fait, c'est un peu en train de me bouleverser. C'est sur l'amour, justement. Ça s'appelle Post-romantique de Aline Laurent-Maillard. C'est génial. En première partie, elle parle beaucoup de à quel point l'amour, c'est devenu comme une nouvelle religion, quoi. L'amour romantique. Et je trouve ça génial, et ça faisait longtemps que j'avais pas lu un bouquin où je me dis: «Waouh, OK, là, je suis vraiment en train d'apprendre des trucs, quoi». En deuxième, je dirais, La volonté de changer de Bell Hooks, qui a aussi m'a fait un effet de coup de vent dans la gueule tellement j'ai trouvé ça génial, et qui m'a du coup vraiment fait découvrir Bell Hooks aussi, que j'avais jamais trop lu avant. C'est bien noté de mon côté en tout cas. Ton troisième hashtag ? Militantisme, ça va un peu avec les bouquins. Mais c'est vrai que dès mon adolescence, j'étais un peu fichée comme la personne féministe de ma classe et malgré moi des fois, mais bon. Et ça a toujours fait partie de ma vie, jusqu'à aujourd'hui. Bon, j'ai que 20 ans, quoi, mais c'est hyper important, et c'est même, je pense, une de mes priorités, dans mon existence, on va dire ça comme ça. Et comme quatrième, j'ai choisi, amour, parce que, je suis quelqu'un quand même de très romantique depuis très, jeune. Enfin, c'est vrai que ça a toujours impressionné mes parents parce que j'envoyais très vite des lettres d'amour, à un peu n'importe qui, très tôt, sans forcément connaître la personne, quoi. Et c'est resté assez longtemps, jusqu'à ce qu'on me le reproche un peu, comme si c'était honteux et trop vieux d'envoyer des lettres d'amour. Mais en réalité, je le fais toujours un peu, enfin, c'est quelque chose qui j'aime bien écrire, et c'est un sentiment et une thématique qui m'inspire énormément, en fait, depuis très, très jeune. Et comme dernier hashtag, j'ai choisi animaux. Parce que j'ai toujours été entourée d'animaux et que c'est, une relation qui est très importante pour moi depuis, très, très jeune, particulièrement avec les chiens. Génial. Merci beaucoup Lou pour ces hashtags
Enfin, un joli portrait de toi. Lou, est-ce que tu peux me dire dans quel environnement familial tu as grandi? Tu étais, je pense, à l'île de la Réunion, si j'ai bien compris? Oui, j'y étais, jusqu'à, enfin après le bac en fait. Je suis partie après le bac pour mes études et du coup, moi, je viens d'une famille, beaucoup d'artistes. Ma mère, elle est artiste plasticienne et mon papa, il est plus concentré sur le cinéma, au départ. Quand j'étais enfant, ils avaient une association de cinéma, qui est devenue, très importante, à La Réunion et donc j'étais tout le temps entourée de monde. Moi, je suis enfant unique, mais je voyais tout le temps du monde. J'étais un peu la mascotte, quoi, à force, d'être dans les équipes, et tout ça et il y avait un festival tous les ans, enfin, très jeune, j'ai été bénévole et tout ça, donc c'était trop, trop chouette. Mais par contre, mes parents, ils se sont séparés, quand j'avais 10 ans et je l'ai pas vécu, de façon, dramatique. Enfin, il y a quelques années, j'avais une discussion comme ça avec quelqu'un qui avait aussi des parents séparés et qui leur en voulait beaucoup, qui avait très mal vécu le truc et moi, c'est vrai que j'ai trouvé presque que c'était une bonne idée au final, qu'ils se séparent et tout ça. Enfin, oui, c'était la bonne décision à prendre, au vu du mal-être quoi qui se passait. Mais et du coup, je pense que par rapport à l'amour, tu vois, ça m'a un peu appris que en fait, enfin, j'avais pas le mythe de, l'amour ça dure toute la vie et que, bah, oui, ça peut s'arrêter et que c'est pas grave et qu'on rebondit, qu'on trouve des solutions, que enfin voilà. Est-ce que ça t'a enlevé une certaine pression, tu crois? Oui, ou une certaine, illusion aussi, enfin, tu vois, quand je voyais mes amis qui étaient très, prince charmant et cetera, j'avais moins l'impression de me voiler la face, même si je trouve ça génial, d'avoir une personne, importante dans sa vie qui reste très longtemps. Voilà, c'était un peu comme si on m'avait un peu spoilé, la vie, à 10 ans, quoi, donc c'était, je pense aussi une manière de me protéger, du coup, d'avoir conscience qu'en fait, bah, quand ça va pas, il vaut mieux arrêter et pas s'accrocher à quelque chose qui nous fait pas du bien, quoi. Si on remonte, Lou, à il y a quelques années, donc si je me trompe pas, c'était il y a 3 ans. Est-ce que tu peux me dire donc tu as 20 ans à ce moment-là, si mes calculs sont bons. Est-ce que tu peux me dire, quelle est ta vie? Où est-ce que tu vis? S'il se passe quelque chose de particulier dans ta vie à ce moment-là? Quelle est ta situation amoureuse, cette année de tes 20 ans? À mes 20 ans, du coup, donc moi, ça faisait 2 ans que je suis arrivée, enfin 1 an et demi à peu près que j'étais arrivée en métropole. C'était un peu un choc quand même, en plus, c'était un tout petit peu avant le covid, donc vraiment la meilleure période pour débarquer sur un territoire inconnu. J'étais arrivée à Montpellier à l'origine et c'était tout de suite très très grand, très impressionnant, moi, je me suis très vite mise dans le milieu queer et c'était, florissant, que de quelque chose que moi j'avais pas du tout pu témoigner à La Réunion et au début c'était génial et en fait au bout d'un moment ça fait effet d'overdose quoi, enfin c'est too much quoi de vivre tout ça quand on ne connaît pas du tout, enfin quand on n'est pas du tout préparé psychologiquement à vivre tout ça. C'est quoi tout ça? Beaucoup de gens très différents et très, comment dire ça? Dans une cause très importante qui, en fait, prend beaucoup de place dans notre vie, où il y a des histoires, des gens qui sont blessés par des trucs, où ça devient interpersonnel, associatif, enfin, tout est mélangé et ça peut être un peu fatigant. Donc moi, je découvre ça en étant en grande, grande innocence, parce que voilà, j'y connaissais rien du tout. Donc tu essaies un peu de à la fois bien faire et en même temps tu comprends pas trop. Pourquoi tu te rapproches de ce milieu queer? Parce que moi, à ce moment-là, je commence à me questionner sur mon identité de genre et à dire que voilà, je suis non binaire et tout ça et à changer de prénom et enfin voilà, à commencer ces petites démarches-là, plus, voilà, au niveau social quoi, on va dire. Puis même j'avais toujours compris que j'étais bi, donc c'était pour moi important de rencontrer cette communauté-là, en arrivant en métropole. Vu qu'en plus à La Réunion, à ce moment-là, c'était pas du tout, ouvert autant que maintenant. Maintenant ça a explosé, c'est génial, enfin il y a des mauvais côtés aussi, mais c'est vraiment super par rapport à il y a 6 5 ans quoi. Par besoin voilà de le vivre quoi, tout simplement, ce côté-là de moi quoi. Par cette fatigue de Montpellier, j'arrive en Bretagne où ma mère est installée, depuis peu parce que, bah, voilà, elle avait fait une expo, dans ce coin-là et en fait, elle a adoré. Donc moi, au début, je la rejoignais juste pour des vacances et au final, j'ai décidé de rester et donc l'objectif, c'était quand même de trouver un travail parce qu'à ce moment-là, je faisais plus rien, plus d'études, enfin voilà. Donc je commence à travailler un peu, à la Biocoop ou des choses comme ça en intérim. Au final, je décide de reprendre mes études, mais il faut quand même que j'ai un petit travail à côté. Donc je trouve un travail dans une supérette, dans une petite ville à côté de Lorient et tous les week-ends, donc je travaille, là-bas. Du coup, je rencontre plein de monde, grâce à ça, vu que je connaissais
vraiment, vraiment personne pour le coup. Comment tu te fais des nouveaux amis, quand tu arrives, là-bas? Est-ce que tu te sens un peu seule? Est-ce que tu te sens esseulée? Ou est-ce que, tu arrives à créer du lien avec d'autres, personnes? Au début, c'est quand même plus à la fac que je commence à me refaire des amis et aussi en intégrant, une asso LGBT, de Lorient et j'avais aussi, assez vite installé Tinder. Je pense que de toute façon, j'avais Tinder depuis Montpellier. Du coup, à rencontrer des personnes, plus ou moins amicalement, mais c'est vrai qu'au début, j'ai quand même rencontré des amis, sur cette appli, quoi, enfin qui sont devenus des amis par la suite et c'est vrai que c'est plus à la fac, à mon travail, c'était pas non plus enfin, c'est un peu compliqué au tout début de faire copain-copain, au travail. Enfin, ça arrive quand même assez rarement quand on connaît pas grand monde, quoi. Et sur Tinder, tu fais beaucoup de rencontres, c'est marrant, tu dis que tu te fais plein d'amis comme ça. Normalement, l'appli, c'est pas pour se faire des amis? Bah, en fait, c'est assez drôle parce que les filles sur Tinder quand enfin, moi, je me mettais en position de fille sur Tinder aussi, on sait jamais trop, où est l'amitié, où est la rencontre, plus qu'amicale, on va dire ça comme ça. Donc c'est plus dans ce contexte-là qu'en fait, tout d'un coup, on devient potes, quoi. Mais après, oui, Tinder, j'ai eu une période un peu où, j'avais envie, en fait, je pense, de me prouver à moi-même, que je pouvais, avoir des relations sexuelles avec des personnes, sans être émotivement impliquée, dans la relation. Parce que je m'en pensais incapable, avant, de croire que voilà, je pouvais pas avoir d'intimité avec quelqu'un, si j'étais pas un minimum en couple avec ou enfin qu'il y avait pas un engagement, romantique, quoi. Donc j'ai eu une petite période de surconsommation, on va dire ça comme ça, où je voulais rencontrer des personnes, pour rencontrer des personnes, quoi. Voilà, essayer le concept de coup d'un soir pour me prouver à moi-même. OK, donc tu es en plein test, tu fais ton petit laboratoire, des Voilà, relations exactement. amoureuses. OK. Et alors attends, sur cette app, c'est géolocalisé donc parce que je trouve qu'en fait, sur ces apps où tu géolocalises, c'est pas la même chose d'être à Paris que d'être dans des grandes villes, que d'être dans des zones un peu plus, un peu moins où il y a moins de monde, quoi. Parce qu'en fait, tu peux croiser, plus facilement, tu peux retrouver les gens, non? Ben, ouais, moi j'avais, vachement peur de croiser, je déteste enfin, Tinder, c'est l'appli, je trouve, qui fait le moins cet effet-là, mais par exemple, tout ce qui est Happn et cetera, où il y a vraiment une question de les gens que tu croises dans la vraie vie, moi ça me m'angoisse au possible, encore plus dans cette petite ville où tout le monde se croise déjà à l'origine, quoi, donc bon, voilà. Et moi, c'est vrai que enfin, quand je travaillais le week-end, bah, du coup, tu vois, sur l'application, je désactivais, particulièrement les hommes. Les filles, bon, je m'en fichais un peu plus, mais enfin, les garçons, les mecs de mon travail, j'avais pas du tout envie qu'ils sachent que je sois sur une application de rencontre, et qu'ils me fassent, à la limite des remarques à mon boulot. Ça serait vraiment la pire situation possible. Et donc le week-end, tu désactives, parce que tu bosses à la supérette, tu désactives, l'appli, au moins pour les mecs, c'est ça? Tout le temps? Je suis plus visible pour les mecs le week-end, et après la semaine, oui, je remets, Sauf un week-end? sauf un week-end. On est début d'année, donc 2022, en janvier et bon, au bout de quelques mois d'activation, désactivation, je me dis: «Bon, quand même, c'est quand même peu probable et au pire, c'est pas très grave». Bon, ça faisait un petit moment que j'étais là, au bout d'un moment, ça va, bon, c'est pas la fin du monde non plus et du coup, je décide de me lâcher un peu la grappe là-dessus et de réactiver, de laisser quoi, tout simplement, de pas désactiver ce truc-là et ce jour-là, je suis, donc au travail et je croise, un mec que j'ai déjà vu, enfin, plusieurs fois et je le remarque particulièrement parce que, bah, comme tu dis, c'est une petite ville par rapport à Paris, donc les gens sont pas très atypiques, c'est normal, enfin, c'est un peu compliqué d'être atypique quand tu es pas anonyme, quoi mais lui, voilà, il y a un truc, je me dis: «Ah, je pense qu'on pourrait être potes, quoi». C'est un autre salarié de la supérette, c'est ça? Non, non, pas du tout. C'est un client qui passe, à ce moment-là, j'ai pas vraiment de collègues, enfin, il y a juste mes patrons et moi, le week-end. Enfin, en fait, je suis un peu là pour ça, quoi, pour remplacer, pour pas que mes autres collègues travaillent, le week-end. Et donc tu remarques ce garçon. Qui a un style, un peu, enfin pas particulier, faut pas déconner non plus, mais qui a un style pas qui fait pas, quelqu'un de dans une petite ville, quoi. Enfin, tout le monde s'habille un peu pareil, il y a un peu les mêmes codes et la mode, ça se voit tout de suite. Enfin, là, tu vois, ça fait 3 ans que j'y suis, les ados, je les ai vus évoluer, mais ils évoluent tous tous un peu pareil, quoi, enfin, dans leur style et tout ça et lui, bah, je remarque tout de suite qu'en fait non, il s'en fout un peu de la norme, quoi. Mais le problème, c'est qu'il est très, très timide, très timide et enfin, à ce moment-là, on n'arrive pas trop à discuter, quoi. Enfin, c'est juste, bonjour, par carte, merci, au revoir,
En plus, on avait les masques et tout, tu vois, c'était pas très, ça n'apprête pas trop à la rencontre. Et puis moi, même dans un contexte d'un travail où ça fait pas longtemps que je suis là, je m'amuse pas à dire: «Hey, ça va?» enfin, à tout le monde comme si, et ce week-end-là, c'est la première fois où on se croise dans les rayons, parce que normalement, je suis quand même beaucoup derrière la caisse le week-end. Nos regards se croisent et lui, il me fait une tête trop bizarre, quoi, comme si il s'attendait pas du tout à ce que je je lui dise bonjour, quoi. Enfin, hyper étonné, et je me souviens bien de son regard, on était là comme ça: «Bonjour», donc trop drôle. Et moi, c je me j enfin, à ce moment-là, je me dis: «Mais pourquoi il hallucine autant?» Enfin bref. On se recroise après à la caisse et toujours dans sa timidité, il ose à peine me dire, «Par carte», enfin voilà, il repart, moi, je fais ma petite vie, rien de particulier. Et le soir, je rentre chez moi et j'ouvre Tinder. Donc je swipe deux trois profils, quoi, et là, je tombe sur quelqu'un d'atypique qui ressemble quand même vachement au mec que j'ai vu il y a 2 heures. Banco. Et en plus, enfin, comme tu disais sur les applis, dans les petites villes, c'est pas pareil. Les gens, ils sont aussi très, très normés, très, un peu pareil et tout, et lui, ça se voit tout de suite, enfin, dans ses photos, et qu'il est très, voilà, qu'il veut faire dans son style à lui, quoi. Et je me mets mais à rire de me dire que là, je viens de croiser le mec qui qui était trop gêné, de me croiser, de me voir, enfin, de me dire bonjour, quoi. Je me dis: «Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je match avec lui ou pas, quoi?» Bah oui, tu Et matches. je ouais, ouais, bah, ah oui, mais j'hésitais parce que je me disais: «Quand même, c'est un peu culotté, enfin, je le croise à mon travail et tout, enfin voilà». Je crois que je laisse une petite journée comme ça où je fais rien. Enfin juste j'enlève, enfin je tu vois, j'utilise pas l'appli, je me dis pas je match ou je match pas, et je demande à mes amis de fac, «Bon, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que j'ose matcher avec ce mec et tout?» Et on me dit: «Mais oui, vas-y, on s'en fiche, enfin voilà, au pire personne saura». Donc je match avec lui. Donc déjà ça me fait super rire de matcher avec lui quand même, parce que je me dis: «Ah, lui aussi il a du culot quand même», parce qu'il m'a quand même bien reconnu. Oui, parce que pour matcher, il faut que lui aussi, il accepte, Ouais. Et je crois que c'est moi qui lui envoie le premier message. alors à quoi il ressemblait ce premier message, tu t'en rappelles? Ouais, je crois que j'ai dit un truc un peu du style, bon, c'est un peu cocasse, comme situation, quoi. Enfin, on se connaît, quoi, c'est rigolo, enfin voilà. Et on parle assez vite, je lui dis: «Ouais, bah, voilà, ça serait cool, qu'on se voit ou quoi», mais par rapport aux autres où j'étais beaucoup dans quelque chose de consommation, là, cette fois-ci, je me dis, «Bah, lui, j'ai envie de lui parler comme un pote, quoi». J'ai pas envie d'être trop dans ce truc de juste consommer pour consommer, enfin voilà. Et enfin, on discute un petit peu et enfin voilà. Et donc moi j'ai un chien et c'est assez vite, un système d'accroche pour discuter, c'est pratique. Et je lui dis: «Ben là, je vais sortir, mon chien, est-ce que tu veux venir?» Enfin voilà, juste, c'était le soir, tranquille, quoi. Et je me dis vraiment, je vais l'accueillir comme un pote, quoi. Et lui était très stressé, mais il a décidé de venir, et donc il me rejoint chez moi, et c'est la première fois qu'on se voit, sans masque. Ah Enfin, à part les ouais! photos, mais ouais, c'est la première fois qu'on se voit sans masque, et c'était trop drôle. Moi, je le trouve mignon parce il était tout gêné, tout, il savait pas trop où se mettre et tout, et moi, je suis hyper à l'aise. Ça fait des mois que je rencontre des mecs et des meufs, chez moi, enfin, je suis pas du tout, je suis pas très timide à ce niveau-là, donc il y a un peu un petit déséquilibre de timidité, là-dessus. Et cette timidité, elle te touche, toi? Ouais, moi, ça me fait rire, en fait, ça me titille encore plus parce que j'ai encore plus envie de poser des questions, de connaître la personne, ça m'a toujours, vachement fait titiller les personnes, timides, quoi, dans ma vie. Et je me dis, en plus, il doit avoir des choses intéressantes à raconter parce qu'il a un style atypique et qu'il est timide, donc c'est qu'il y a un truc derrière, quoi. Et donc on va se promener et on discute, mais vraiment de tout et n'importe quoi. Et assez vite, on se met un peu à pas à jouer comme des enfants, mais il y a personne, enfin, il fait nuit noire, il y a personne. C'est en plus en janvier, il fait super froid, donc personne n'est dehors, pour se promener la nuit, quoi. On lâche le chien, il court partout sur la plage, et il y avait les trucs de sport extérieur là, tu vois, des espèces de faux vélos, des trucs comme ça. On s'est mis à faire ça, quoi, pour rire, et on est juste en train de rire, de jouer avec ça, enfin bref. Et on retourne chez moi et on se met à discuter, plus calmement et plus, intimement parlant, quoi, enfin de nos vies, privées, quoi. Et lui, il commence à me raconter, des trucs de sa vie, mais je me dis: «Mais c'est hallucinant, enfin,
Donc pour le contexte, il a perdu son papa il y a 10 ans. Sa maison, quelques années après, elle a pris feu. Donc ils ont dû déménager avec sa mère et son frère. Donc plein de trucs comme ça où je me dis waouh quand même. Et en fait, il le disait de manière pas du tout victimisante ou larmoyante. Enfin, juste m'expliquer ces événements-là qui sont des événements graves et tout ça. Mais il avait la capacité de m'expliquer ça avec une sorte de légèreté que je trouvais hyper mature, quoi. Enfin, il me disait à quel point des fois ça le fatiguait d'entendre des gens un peu se plaindre sur des trucs improbables, alors que lui, il avait vécu des trucs comme ça. Il me dit ah bon c'est chouette, c'est là à ce moment-là ça a un peu fait tilt dans ma tête. Bon c'est chouette en fait lui, je pense qu'il peut comprendre moi qu'est-ce que je suis quoi, qui je suis, mes problématiques, mes petites détresses émotionnelles, parfois on peut dire ça comme ça. Je pense que lui, il peut comprendre et qu'il me jugera pas en fait dans mes problèmes à moi, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans son attitude exactement qui suscite cette impression chez toi? Parce qu'au-delà de son style, au-delà de la connexion qui a l'air assez évidente entre vous, est-ce qu'il a quelque chose en particulier qui te fait dire ça? Je pense que c'est vraiment dans sa manière d'avoir, du recul, sur la vie et je trouve très rassurante, à ce moment-là. Parce que j'ai eu plein de petites histoires où c'était, pas très rassurant justement, sur, voilà comment accueillir les événements, compliqués de la vie, quoi et là de me retrouver face à quelqu'un qui a donc lui il a 3 ans de plus que moi, qui, du coup à ce moment-là à 23 ans, a déjà vécu des trucs qu'on n'est pas censé vivre à cet âge-là et qui a une intelligence face à son vécu et qui a un vrai recul par rapport à ça, quoi et moi je suis hyper impressionnée, enfin. Toi, tu as vécu des moments difficiles aussi, est-ce que tu sens aussi une connexion là-dedans, dans la fragilité ou dans la vulnérabilité, dans les failles, qui pourraient vous rapprocher? Oui, parce que moi, ça faisait moins d'un an ou un petit peu plus, je sais plus trop, mais où mon papa a été diagnostiqué, bipolaire suite à un accident de voiture qu'il a eu, bon, tout s'est bien passé, enfin tout s'est bien passé. Il y a pas eu de choses graves avec cet accident de voiture-là, mais en fait, cet accident de voiture a fait qu'on l'a diagnostiqué bipolaire parce qu'il était en pleine crise, maniaque, on dit quand tu es dans la bipolarité, c'est soit tu es dans le top ou dans le bas, quoi. Donc le top, donc la manie, il avait eu un gros épisode maniaque et c'était peu de temps après mon départ, de la Réunion. Donc j'ai vécu ça, à 10 000 kilomètres de distance, sans pouvoir, aller voir, mon papa, quoi et ça a été assez particulier, enfin je pouvais pas, avoir de nouvelles de lui parce qu'il était à l'hôpital, j'avais des nouvelles un peu, mais c'était un peu lunaire comme échange, vu qu'il était, pas réellement présent, stable, on va dire ça comme ça et je trouve que c'est toujours un peu particulier, tu vois, de dire à quelqu'un que tu viens de rencontrer que ton papa est bipolaire. Parce que c'est une maladie qui fait très peur, aux gens, et qui a beaucoup, beaucoup de préjugés et même moi, j'en avais, tu vois? Et du coup, ben, je pense que oui, j'ai fait un peu le rapprochement de, ben, en fait, lui, il va jamais me juger par rapport à mon papa, quoi. Comment va se dérouler, la fin de soirée? Du coup, est-ce que tu es toujours dans l'optique, de rester sur, une relation plutôt amicale, fun, ou est-ce qu'il va se passer autre chose? Non, là, j'ai quand même switché à partir de ce moment-là où je me suis dit, «Mais en fait, il est trop chouette, il faut que je faut que je le chope dans mon panier». Je sais pas trop comment dire ça, mais il faut enfin, je peux pas être juste amie avec lui et puis bon, il me plaisait physiquement, bien sûr, donc voilà et moi, enfin, à ce moment-là, j'avais un peu plus rien à perdre dans ma tête et je sentais qu'il était aussi attiré par moi. Je sais pas trop à quel moment je l'ai compris, enfin, à quel moment on s'est compris, ça, je me souviens pas trop, mais on s'est compris, quoi. Que, en fait, il se passait un truc et on allait se comprendre et qu'on s'aimait bien, quoi et bon, lui, bien sûr, très timide, donc il osait pas du tout faire un premier pas vers moi et moi, je m'en fiche donc je lui ai un peu sauté dessus, on va dire ça comme ça, mais au bout d'un moment, j'ai dit: «Bon, allez, on s'embrasse, quoi». On s'embrasse et enfin voilà et je sais plus s'il a dormi, c'est sûr qu'on a fait, l'amour ensemble le soir même, mais est-ce qu'il a dormi chez moi? Je ne sais plus, mais enfin voilà, c'est allé très vite, quoi. À partir du moment où j'ai compris que, bah, en fait, oui et ça allait le faire, bah, j'ai pas hésité, quoi et du coup, voilà et depuis, on s'est pas trop lâchés. Votre relation démarre comme ça? Ouais, ça démarre comme ça, tout en comédie romantique on s'envoie des textos, je me vois encore lui envoyer des textos, toute la journée, et c'était un peu magique, quoi. Enfin, je crois que c'était à moitié la pleine lune ou un truc comme ça. Enfin, on était très, enfin, il y avait plein de trucs magiques et puis même moi, à ce moment-là, il y a un chiffre, un nombre que j'aime beaucoup, c'est le numéro 26. Alors je suis pas très quelqu'un de super, superstitieux et tout ça, mais je voyais énormément le numéro 26 à ce moment-là et souvent quand je le vois beaucoup, je me dis: «Bon, je suis dans la bonne direction».
Donc je me faisais un peu confiance que ça allait être chouette et puis lui, il était trop choupi, quoi. Donc voilà, donc oui, ça a commencé comme ça, tout en gaieté de cœur. Est-ce que tu tombes amoureux, rapidement? C'est comme ça que tu le dirais ou pas? Ouais, ouais, ouais. Tous les 2, on a compris qu'on tombait vraiment amoureux, très, très vite et on se disait, «Ouais, faut pas le dire tout de suite, quoi. Faut pas qu'on se le dise tout de suite, faut qu'on attende un peu». Le fameux, «Non, on va pas se le dire à». Oui, on va pas se le dire, mais on se sait sans enfin, on se le disait sans dire le mot, enfin, c'était un peu ridicule au bout d'un moment et je sais plus combien de temps on a tenu, mais vraiment pas longtemps, je pense, à peine un mois, hein, parce qu'on se voyait souvent en plus, donc c'est encore plus dur de de résister quand tu as la personne tout le temps, quoi et à un moment donné, on était chez moi et on prenait, enfin, une douche, quoi et je sors de la douche, je suis encore trempée, enfin, voilà, j'ai juste ma serviette autour de moi et je le regarde comme ça et ça m'a pris comme une envie de enfin, comme si je respirais plus, quoi. Comme, fallait que je prenne une grande inspiration et voilà, c'est à ce moment-là que je lui ai dit que je l'aimais et que j'avais envie de lui dire, quoi. Enfin, voilà et lui, il était là, les étoiles plein les yeux, «Moi aussi», trop mignon, quoi. Bon, bah, voilà, c'est une histoire qui roule. Sauf que Ouais, sauf que, encore un gros drame, il perd sa maman, 1 mois, plus tard, en février, donc il y a 3 ans, mais vraiment, de manière, assez radicale parce qu'on s'y attendait pas du tout, enfin voilà, c'était, elle est assez jeune elle était assez jeune sa maman, donc c'était, pas du tout dans un contexte de maladie ou quoi, enfin c'était comme ça. J'ai envie d'être je sais qu'il faut que je sois là pour lui, quoi. C'est mon instinct de me dire: «Il faut que je sois là», enfin je me rappelle qu'il m'avait envoyé un message, que pour me dire que, bah, voilà, elle était à l'hôpital. À ce moment-là, elle était pas encore partie et moi je dis: «Mais je viens tout de suite. Si tu veux, je viens chez toi, et je reste avec toi, quoi. Enfin, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là». Je pense que je lui ai dit 15 000 fois que j'étais là. qu'est-ce que tu ressens toi à ce moment-là, quand ça arrive? C'est quoi ton élan? C'est quoi comment tu te sens? Comment enfin ta réaction, tu l'interprètes comment? Je sais pas trop parce que moi j'ai un rapport à la mort qui est pas du tout, tabou. C'est pas quelque chose qui me fait peur ou qui m'inquiète. Je suis, assez à l'aise avec ça, faut pas déconner non plus, mais je vais pas m'angoisser, d'apprendre ça. Je pense que je vais juste, me mettre en mode, survie, quoi. Là, il faut tenir le bloc, quoi, parce que du coup, il y a lui et son frère, qui se retrouvent, orphelins. Enfin, je sais pas si on peut dire ça quand on est majeur, mais c'est un peu un contexte d'orphelin quand même et moi, je suis là et ça fait pas longtemps que je suis dans leur vie, donc il faut qu'ils puissent compter sur moi, je suis pas loin physiquement et je m'en sens capable et enfin, j'ai très vite été autonome. Enfin, moi, je suis enfant unique, à 16 ans, j'étais en totale autonomie chez moi, il y avait pas de souci, donc enfin voilà, je m'en sentais capable et je voulais être là et voilà, mettre le plus de poids possible sur mes épaules, pour que lui, il soit soulagé, vu toutes les choses qu'il allait avoir à gérer, ensuite, quoi. C'était très dur parce que moi, c'était ma première année de fac, j'ai loupé plein de cours à ce moment-là et c'est aussi la première fois que je rencontre, ma belle famille et ça, c'est quand même un contexte, on s'attend pas trop à vivre. Moi, sa maman, je l'avais même jamais rencontrée, de ma vie. Donc la première fois que je la vois, c'est sur son lit de mort, quoi, donc c'est, assez particulier et je rencontre sa belle famille à l'hôpital. Il y a eu un long moment comme ça où avec un de ses meilleurs amis, on a attendu en bas de l'hôpital, qu'ils aillent voir leur maman et tout ça, pendant je pense qu'on est resté 1 heure et demie en bas à discuter, on se connaissait pas du tout, mais on n'arrêtait pas de parler, 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 de d'eux, de enfin voilà, de tout ça, quoi et à ce moment-là, donc je rencontre ma belle famille, donc c'est un peu spécial parce que Joanne est là: «Bon, bah, voilà, c'est Lou, enchantée, désolée pour votre deuil». Enfin, c'est un peu bizarre, je savais pas trop où me mettre. Ouais, c'est pas facile comme situation. Je savais pas où me mettre et en même temps, je sentais que ma place, elle était là aussi, quoi. Qu'il fallait que je sois là, que j'avais presque pas le choix d'être là, sinon ça allait être trop dur. Ouais, je pense que c'est toujours un peu compliqué, quelle que soit la durée de vie du couple, la maturité du couple dans ce genre de situation. C'est toujours comment trouver sa place, dans une situation, de deuil où, bah, nous, en tant que conjoint, on a enfin partenaire, on a envie d'être présent pour soutenir.
et en même temps, il faut savoir garder sa place, donc c'est toujours un peu délicat, je trouve. Bah oui, surtout dans un contexte où ses amis, il les connaît depuis plus longtemps que moi, quoi. Et puis toi, tu arrives pour la première fois. Ouais, j'avais une ambiguïté de positionnement entre, socialement parlant, j'ai la place la plus proche parce que je suis avec lui, mais pratico parlant, enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais je le connaissais depuis pas si longtemps, quoi. Alors que ses amis, lui, il les connaît depuis, le collège-lycée, enfin, qu'est-ce que je fais là, quoi? Et en même temps, je me suis pas du tout, sentie, rejetée par eux. Enfin, notamment, par exemple, à la cérémonie, moi, je savais pas du tout me mettre, physiquement, quoi. Enfin, où est-ce que j'allais avec les amis, qui étaient plus derrière, enfin, au niveau des bancs, qui étaient plus à l'arrière? Est-ce que je vais avec lui? Et moi, j'avais envie de rester avec lui et puis c'est un peu la seule personne que je connais aussi, donc c'est un peu bizarre, quoi. Donc est-ce que je reste avec lui? Mais en même temps, c'est pas ma place d'être avec la famille, je fais pas partie de la famille, en fait, à ce moment-là. Et donc quand ils disent: «Bon, bah, voilà, on va faire rentrer la famille en premier, moi, je reste un peu à l'écart, je considère que c'est pas ma place. Et en fait, lui, dans son regard, il me regarde et il me dit: «Mais viens, enfin, viens avec moi, quoi». Donc je vais avec lui et un geste, je me souviendrai toujours, c'est, sa grand-mère qui, on était sur le premier banc et sa grand-mère se pousse pour me donner de la place à moi, pour que je sois à côté de Johan et que je sois là avec eux, quoi. Alors qu'elle, c'était la deuxième fois que je la voyais de ma vie et que, elle me connaissait pas du tout, quoi. Enfin, et donc j'assiste à toute cette cérémonie en me disant: «Mais qu'est-ce que je fais là, Enfin vraiment, qu'est-ce que je fais là, quoi? Pourquoi j'ai cette place-là?» Et en même temps, ben, oui, mais j'étais là pour eux aussi, pour lui et son frère, pratiquement tous les jours. Je leur faisais à manger, j'étais là pour parler, pour, calmer Johan aussi dans des moments qui étaient hyper tendus. Il y a quand même un moment donné où je suis partie parce que donc c'était une crémation. À la fin de la cérémonie, ils font partir tout le monde sauf la famille, pour l'acte de crémation, je sais pas trop comment on appelle ça. Et là, je me dis: «Non, là, c'est pas ma place de regarder ça». Je pouvais pas. Donc là, à ce moment-là, je suis partie et ce qui était, assez fou pour moi, c'était d'être témoin de tout ça, de ces 2 jeunes adultes qui se retrouvent orphelins du jour au lendemain et d'être témoin de leur, enfin, c'est bizarre, mais j'aurais adoré faire un documentaire, de filmer tout ça, parce que c'était fou d'assister à tout ça, de quelque chose qui est inimaginable, quand on a 20 ans, de vivre ça et de voir une personne qu'on aime bien vivre ça aussi jeune. C'était fou, de plein de moments où ça se passait beaucoup dans les yeux, dans son regard, de passer de moments de joie à tout d'un coup, hop, se rappeler de ce qui se passe et en fait le regard, se baisse et part dans le noir, quoi, complet. Et enfin ça, c'était impressionnant, j'ai l'impression d'être infiltrée dans un truc que j'avais pas choisi et en même temps j'avais choisi de prendre cette place-là et d'être investie et tout ça, quoi. Et lui, Johan, après la cérémonie et après, toute la période, d'organisation et la cérémonie en elle-même, comment il fait face, aux jours qui suivent, aux semaines qui suivent, aux mois qui suivent? Et comment vous vivez cette période-là tous les 2? Les premières semaines, c'est très dur. Lui, il est en arrêt. On se voit, tout le temps. Je sais pas si à un moment donné on n'était pas ensemble, mais moi j'essaye de reprendre un peu les cours quand même, après, quoi. Et mais d'être là et tout ça, mais c'est dur. Enfin, je sais pas trop comment expliquer autrement à part que voilà, c'était compliqué. Dans les mois qui ont suivi, ça s'est un peu plus adouci. C'est plus son frère qui avait du mal à rebondir. Ça nous a mis aussi dans une grosse difficulté, financière, parce que, enfin, on s'est un peu retrouvés dans une boucle où lui, il devait aider son frère et du coup, moi, je l'aidais. Donc du coup, indirectement, c'est moi qui aidais son frère. Enfin, j'étais un peu dans une boucle infernale pendant plusieurs mois et c'était compliqué de tenir. Enfin, il y a plein de moments, de grosses disputes, de fatigue, quoi, enfin, de fatigue émotionnelle, financière, et tout ça. Ce qui était paradoxal, lui, il travaillait en 35 heures, il gagnait plus que moi, mais il n'arrivait pas à vivre, quoi. Et c'était moi qui, avec mon petit job étudiant, était là, financièrement, quoi, pour des fois payer l'essence, des trucs, enfin. Et donc oui, c'était plus son frère qui était compliqué à gérer, il n'arrivait pas trop à remonter la pente, on va dire ça comme ça. Donc on se retrouvait un peu à devoir, s'occuper de lui, à ce moment-là, ils vivaient ensemble tous les 2, à plus ou moins s'occuper de lui et à faire attention, quoi. Et à un moment donné, John, il en avait trop marre, il en pouvait plus, donc je lui dis: «Mais viens vivre chez moi, tu restes 1 ou 2 semaines pour être dans un cadre plus sympa, quoi, enfin, plus simple, on va dire ça».
et il vient, 2 semaines, et au bout des 2 semaines, il se dit: «Bon, je vais quand même rentrer», il habitait pas très loin, hein, mais «je vais quand même rentrer pour être avec lui et tout ça», et il me laisse je l'ai encore un petit post-it, trop mignon où il me dit, «Je repense à ces 2 semaines passées ensemble, ça me donne envie de pleurer à quel point c'était chouette et doux et tout ça», et c'est vrai que c'était vraiment, je pense, les 2 petites semaines où on a compris que, bah, ensemble, c'était chouette d'être ensemble tout le temps, et qu'on pouvait vivre ensemble, quoi. Est-ce que, tu dirais que dans l'épreuve, vous vous êtes rapprochés? Que cette épreuve, en fait, vous a rapprochés? Ouais. Elle vous a aidé à vous apprendre, à vous connaître, dans l'épreuve, vous avez vécu quelque chose de particulier? Ah oui, oui, là, je pense que j'aurais jamais quelqu'un avec qui j'aurais une relation comme ça. Enfin, c'est pas possible de ça nous a tellement, appris l'un sur l'autre en fait, de savoir qu'on pouvait compter, sur l'autre, quoi. D'être sûr. Moi, Johan, là, actuellement, c'est la seule personne que je sais que je peux appeler à n'importe quelle heure et qui me répondra et qui sera là pour moi, et parce que tous les 2, bah, voilà, on a été là à des moments importants. Lui, après, il m'a soutenue, tout le long de ma licence alors qu'il y avait plein de moments où j'avais envie de lâcher, et on est dans une relation comme ça où, en fait, on a été en mode survie, pendant notre première année de couple. Donc après, ce qui peut nous arriver, c'est pas grave. Si, c'est quand même des choses graves, mais on peut surmonter le truc, quoi. Je pense que si ça nous était pas arrivé tout de suite, ça aurait été plus compliqué de gérer d'autres choses, après, quoi. Et du coup, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble aujourd'hui? Vous êtes toujours en couple aujourd'hui, Lou? Ouais. On vit pas ensemble, on va revivre ensemble, dans pas longtemps, mais on vit pas ensemble. En fait, quand on a quitté, du coup, la petite maison où on était, avant qu'on déménage, enfin voilà, on vit ensemble, et moi après j'ai pris la décision de plus vivre avec lui, après, quoi. Pour cette période-là, je voulais plus parce que je pense que j'étais un peu fatiguée quand même de ces premières années où j'ai beaucoup dû être là et porter des choses qui n'étaient pas, de mon ressort, et qui en réalité ne me regardaient pas, et je pense que j'avais à ce moment-là plus envie de porter tout ça, et même aujourd'hui, hein, je pense que là, si je devais revivre ces épreuves aujourd'hui, je ne pense pas, que j'en serais capable, comme à cette période-là, quoi, et donc on est, bah, voilà, la dernière année, de couple, on l'a pas vécue ensemble. Il y a eu une période où on a été séparés aussi pendant 6 mois, et je pense aussi, globalement parce que on n'arrivait pas à éponger, toute cette histoire du début, quoi, qui en fait a eu un effet, papillon, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses de notre vie où on sait très bien que c'est encore relié à cet événement-là. On peut avoir des discussions qui ont rien à voir, on va rediscuter de cette maman qui est partie, précocement et tout ça, parce que c'est inévitable que ça ait un impact sur tout dans notre vie, quoi, à tous les 2, et dans sa vie à lui particulièrement, mais moi comme j'en fais partie, ça m'impacte aussi, quoi. Il va mieux aujourd'hui, Johan? Ouais, il va mieux. Il est reparti sur ses petites pattes, c'est chouette. Il est avec ses copains, je trouve que même, émotionnellement et tout ça, il est beaucoup plus en capacité de s'exprimer qu'avant, et d'avoir des discussions avec moi, plus sérieuses, où avant il était un peu, dépossédé de tout ça parce qu'aussi on lui a pas trop appris, hein, et là je trouve justement, enfin quand on a décidé de se remettre ensemble, j'avais vraiment été impressionnée par, sa nouvelle capacité à dire son avis, à dire ses limites, et tout ça, et j'avais besoin de ça en fait parce que les limites elles étaient pas là, au début. C'est très compliqué, à gérer et à pouvoir exprimer et tout ça, et depuis, je trouve que, tous les 2, ça va beaucoup, beaucoup mieux. C'est plus équilibré, c'est plus sain, tu dirais? Ouais, c'est plus équilibré, et puis surtout au niveau de la gestion, des désaccords. Je parlerai pas de conflit, mais plus de désaccords. En fait, maintenant, c'est plus, on les gère sur le moment, quoi. Sur le moment, c'est géré, et ça s'éternise plus sur le temps, et c'est pas, des semaines de ruminage, ruminage, ruminage. C'est juste, ben, là, on comprend pas ce qui se passe, on en discute, ça pique sur le moment, mais après, on a compris et on passe à autre chose. C'est un vaste sujet que je pense beaucoup de couples traversent.
Mon petit œil qui fait un clin d'œil, sous-entend que je connais bien la situation. Lou, toi, quand tu regardes cette histoire, cette rencontre avec Joanne qui est empreinte de douceur, moi je trouve, de beaucoup d'empathie et de générosité que vous avez eu, l'un envers l'autre. Dans quelle mesure tu penses que ça t'a changé en tant que personne? Et dans quelle mesure ça a changé ta vision de l'amour, si ça l'a changé? Par rapport à ma vision de l'amour, ça a changé un peu quand même mon petit truc que l'amour c'est pas éternel et ça va forcément se briser à un moment donné. Je suis toujours d'accord avec ça, mais j'ai quand même un truc où je me dis: «Bon, en fait, là, Johan, ça y est, c'est ma personne et je sais que je peux le garder toute ma vie à côté de moi, peu importe la forme de la relation que ça pourrait prendre». Lui, c'est ma personne sûre de toute ma vie et je pense que personne n'est autant adapté à moi et inversement que moi, je suis adaptée à lui pour, se connaître toute la vie, quoi. Et moi, ma vision, des relations en général a aussi pas mal changé et ça m'a en fait beaucoup appris à vraiment aimer quelqu'un sans, s'arrêter, dès le moindre, désaccord ou différence. Où avant j'étais très, même au niveau de mes amitiés d'ailleurs, s'il y a quelque chose qui me plaît plus ou qui me plaît pas du tout, où je me sens pas à l'aise, je vais le fuir et arrêter la relation plutôt que de m'emmerder à discuter avec la personne, même si ça prend des heures et tout. Alors que maintenant, bah, déjà, j'ai compris que je pouvais aimer quelqu'un et avoir des soucis avec lui, enfin, ne pas être d'accord avec lui, ne pas être, pareil que lui, d'avoir des vraies différences, quoi. Pas juste des différences, jolies, mais des des vraies grosses différences et que c'était possible et que c'était pas grave d'avoir, des conflits, quoi. Que ça se c'est un vrai truc qui se gère et qui n'est pas, si grave que ça, d'être, parfois un peu dans le conflit, pas un conflit violent bien sûr, parce que là je pense que c'est un peu la limite, mais un conflit de désaccord et de on n'a pas le même point de vue ou juste on se comprend pas parce qu'on n'arrive pas trop à s'exprimer, en fait, c'est pas la fin du monde. Même si des fois c'est dur, mais j'ai vraiment compris ça que en fait, voilà, c'était pas si grave que ça, quoi. Est-ce que tu as un petit conseil? Alors, je suis pas fan du mot conseil, mais est-ce que tu as envie de glisser quelque chose à l'oreille des auditeurs et auditrices de Crush, justement pour qu'ils prennent soin de leurs émotions, en espérant qu'ils vivent des relations amoureuses les plus épanouies possibles? Moi je dirais que le plus important, c'est d'abord, réussir à vraiment se ressentir soi-même. Enfin, moi, par exemple, avec Johan, c'est la personne avec qui je me sens le plus moi-même et je pense que ce qui fait qu'en fait, j'ai envie de retenir cette relation parce que je sais que dans tous les cas, même quand je suis pas d'accord et cetera, en fait, il m'aime pour ce que je suis parce que je suis moi-même. Ça, j'ai vraiment compris qu'en fait, c'était pas possible de construire une vraie relation sur le très long terme si on n'est pas soi-même déjà à l'origine et ce qui, moi, m'a beaucoup péché dans mes relations au début, c'est que j'étais pas totalement moi-même, il y a des petites parties que je montrais pas tout de suite ou que même moi je m'étais en déni un peu pour, pouvoir maintenir cette relation et pour moi, oui, ça serait ça un peu mon conseil de pour moi, c'est une vraie bonne relation si on peut être, soi-même à 100 et que quand on sent qu'on n'est plus trop soi-même, c'est qu'il y a un truc à recadrer et à discuter, quoi. Merci beaucoup, Lou. Est-ce que tu veux, avant de qu'on se quitte, est-ce que tu veux glisser un petit mot à l'oreille de Joanne? Johan! Lui dire que je l'aime, que je le remercie surtout pour tous les rires qu'on échange et la joie qu'on échange tous les 2 et à quel point ça on a vécu des trucs durs, mais j'ai jamais autant, pu retourner en enfance qu'avec quelqu'un comme lui et que ça me fait énormément de bien dans ma vie des fois un peu trop sérieuse et qu'il est extrêmement, courageux, qu'il a trop tendance des fois à se rabaisser, mais en fait c'est un être extrêmement courageux et extrêmement ouvert et un vrai, vrai gentil. Comme beaucoup de gens le décrivent, c'est un vrai, vrai gentil et qu'il faut pas qu'il oublie ça. Je crois que vous avez un petit projet tous les 2. Oui, on a un petit, même énorme projet moi, j'ai senti que, voilà, c'était la période pour moi de retourner à vivre à La Réunion après, bientôt 6 ans sur l'Hexagone, comme on dit et j'ai demandé à Johan s'il voulait m'accompagner et il a dit: «Oui», donc c'est trop, trop chouette, sachant qu'il n'a jamais pris l'avion, c'est encore plus rigolo. Donc normalement cette année, on repart vivre chez moi et pour que lui aussi puisse découvrir, encore plus mon univers et que je puisse être encore plus moi-même dans notre couple. Génial. Eh ben, je vous souhaite plein de bonheur sur l'île de la Réunion, que je connais un petit peu car j'y suis allée il y a fort longtemps.
Et on embrasse tous ceux qui pourraient nous écouter depuis là-bas d'ailleurs. Merci beaucoup Lou pour ton témoignage. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details.